La grande confusion, c'est plus précisément une notion que j'appelle confusionnisme, qui n'est pas synonyme de confusion, hein. Euh, on est dans un moment particulier où ce qui avait dominé la lecture de la politique au XXe siècle en France et dans le monde, c'est né en France à la fin du XVIIIe, mais ça en fait est devenu dominant simplement à partir du XXe siècle, et ça a en fait eu un écho mondial, c'est le clivage gauche-droite. Dans ce clivage gauche-droite, il y avait notamment quelque chose qui est inaperçu, qui est un pilier intellectuel, qui est le fait qu'il y a un lien entre la critique sociale structurelle et l'émancipation. C'est-à-dire que quand on critique une injustice, une inégalité, une domination, une oppression, c'est au nom d'une émancipation individuelle et collective. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre la critique du négatif et l'horizon du positif. Ce qui permettait, dès la lutte contre la société existante, de faire émerger des formes de dignité positive, c'est-à-dire de faire que la, la lutte sociale, les mouvements sociaux, les résistances sociales ou individuelles ne se disent pas et fabriquent pas simplement dans la frustration et le ressentiment, mais dans une vision positive de la dignité. Je pense souvent à ce que m'avait dit lors d'une enquête une syndicaliste ouvrière qui avait à un moment donné de son parcours dans les années 70 rencontré l'analyse marxiste dans son usine et l'idée de l'exploitation capitaliste. Et elle m'avait dit que sa vie avait changé puisqu'elle pensait qu'elle était rien, qu'elle était de la merde, et que grâce à la théorie de l'exploitation de Marx, elle avait compris qu'elle était à la source de toute richesse. Donc, elle n'était pas que du négatif, mais elle était le cœur du positif. Bon. Alors, ce lien entre critique sociale et émancipation, il s'est défait pour des raisons très diverses. Sur le plan politique, parce que les deux pôles qui ont porté ça à l'échelle mondiale, le pôle communiste et le pôle socialiste social-démocrate, sont fortement en crise pour des raisons différentes. Et donc, et le clivage gauche-droite lui-même est en difficulté, bon, depuis le début du XXIe siècle. Et ça laisse place à une dynamique plutôt ultra-conservatrice, où on a bien gardé le discours critique, on critique les médias, on critique, comme on dit, le système, etc. Mais ce n'était plus lié à l'émancipation. C'est même lié plutôt à la justification des discriminations. Et donc, la critique, elle est beaucoup orientée contre ce qui est appelé le lobby antiraciste, le lobby féministe, le lobby homosexuel, etc. Tout ça qui contribue plutôt à justifier des discriminations. Et donc, on a un hypercriticisme anti-système, radical, qui n'est plus la critique structurelle qui était associée à la notion de gauche, puisqu'il ne s'agit plus d'analyser des contraintes impersonnelles qui pèsent sur les personnes et qui créent des inégalités, des dominations, hein, des inégalités dans le savoir, dans le pouvoir, dans les richesses. Mais on met en cause des personnes, surtout, qui manipulent dans l'ombre. Donc, il y a une dimension conspirationniste. Donc, la critique est toujours vivace, mais elle est en train de changer de contenu. Elle se détache de l'émancipation. Et dans ce cadre, il y a quelque chose qui favorise cette dynamique ultra-conservatrice, c'est que comme la gauche est en crise, une série d'intellectuels, d'hommes politiques, professionnels, d'essayistes, de journalistes, bricolent de plus en plus des liaisons entre des thèmes qui sont issus de l'extrême droite, de la gauche modérée et de la gauche radicale. C'est ça que j'appelle confusionnisme, c'est cet espace-là. Il y a l'espace ultra-conservateur qui est en dynamique, par exemple, aujourd'hui fortement incarné, il est déjà très présent dans mon livre, mais aujourd'hui, il est au cœur des médias, Éric Zemmour. Bien sûr. Bon. Et puis, il y a l'espace confusionniste. L'espace confusionniste, il est alimenté par des tas d'interventions dans ce dérèglement des repères.
Ça peut être aussi bien des gens comme issus de la gauche dite républicaine, comme Natacha Polony ou Manuel Valls, qui vont participer à stigmatiser dans l'espace public les musulmans. Ça peut être aussi les dérapages conspirationnistes d'un Jean-Luc Mélenchon, quand il est en 2018 confronté à une affaire de perquisition de ces organisations. Plus récemment, des choses un peu confuses, mais conspirationnistes autour des assassinats antisémites de Mohamed Merah à Toulouse. Bon, voilà, des choses comme ça peut être la façon dont une des figures principales de la gauche radicale aujourd'hui au niveau intellectuel, Frédéric Lordon, va valoriser tout ce qui est national et va dévaloriser tout ce qui est international ou mondial. Et donc, cet espace confusionniste, en fait, il favorise la dynamique d'extrême droitisation des espaces publics parce qu'il contribue à mettre un peu plus en crise la notion de gauche et à légitimer de manière soft des thèmes d'extrême droite. Donc, ce que j'analyse beaucoup dans mon livre, c'est ce jeu entre la dynamique ultra-conservatrice et la dynamique confusionniste, hein, qui vont plutôt dans le même sens aujourd'hui. Et il faut préciser une chose, ça c'est ce qui se passe dans les espaces publics, c'est-à-dire dans l'espace politique, médiatique, Internet, les réseaux sociaux. Ce n'est pas un diagnostic sur la société française dans son ensemble. C'est-à-dire que, je n'ai pas les outils dans le livre pour dire où en est la société française dans son ensemble. C'est en fait très mobile, composite. En fonction des sondages, des moments, etc., on va avoir des réponses très diversifiées sur les différents thèmes. Donc, la société française me semble plus contradictoire et mobile. Par contre, il y a une extrême droitisation des espaces publics qui est, elle, en marche. Et on le voit encore récemment, hein, des éléments de l'actualité immédiate, l'émergence d'Éric Zemmour, qui était dans mon livre un des principaux idéologues ultra-conservateurs et qui est en même temps en train de passer, disons, comme agent électoral de cet ultra-conservatisme. Ouais. L'appui direct donné par une figure de la gauche critique et libertaire, Michel Onfray, à Éric Zemmour, ça participe du confusionnisme, hein, fortement. La façon dont une personnalité de gauche, dans cette dynamique ultra-conservatrice comme Arnaud Montebourg, vient de tenir des propos très xénophobes sur la question des rétorsions par rapport au transfert de fonds des migrants vis-à-vis de leur pays d'origine. Donc ça, c'est la dynamique confusionniste, hein. Donc l'actualité va plutôt dans ce sens. Si on voit par exemple le débat récent des prétendants aux Républicains, on voit que la droite est fortement aimantée par ça, hein, puisque tout le monde va dans le sens d'une politique anti-migrant et anti-musulmane, hein, jusqu'aux plus modérés comme Michel Barnier jusqu'à présent et des plus européens jusqu'à présent, qui tiennent des propos plus nationalistes et plus anti-migrants et anti-islam. Donc on a là cette déportation de l'espace public qui va jusqu'à la gauche. Et voilà, c'est ce cadre qui fait que les aspirations autres dans la société trouvent peu dans l'espace politique et médiatique de représentation, de façon d'exprimer des attentes, hein, des critiques, des attentes, des aspirations, parce que l'espace politique tend à être bloqué autour de cette dynamique d'extrême droitisation et de la contribution confusionniste à cette extrême droitisation. Parce qu'il y a une autonomie de l'espace politique qu'a bien montré la science politique depuis très longtemps, c'est-à-dire une dynamique du débat proprement politique et médiatique qui est dans une logique plutôt d'entre-soi et qui s'entretient lui-même. C'est-à-dire que c'est moins le contact avec la population qui va générer la dynamique des débats, mais les formes de distinction et d'existence les uns par rapport aux autres de l'espace politique. Et les médias, quant à eux, vont se focaliser sur ce qui apparaît nouveau, ce qui dérange, etc. D'où cette focalisation, par exemple, sur la candidature Zemmour récemment,
et des choses qui vont faire le buzz pendant un moment, moins des choses qui se passent en profondeur dans la société qui supposeraient des enquêtes de plus longue durée. Bon. Avec une domination des formats les plus courts sous la domination des chaînes d'information en continu, qui, elles, font peu de reportages et d'enquêtes, mais qui sont sur le moment et sur le buzz, ou l'importance dans les milieux journalistiques et politiques de Twitter, qui est une façon de réagir en quelques mots à une situation immédiate, bon, et à faire gonfler des choses. Bon. Donc, il y a eu c'est le moment qui a accentué le décalage. Je pense que les professionnels de la politique eux-mêmes ont été pris sans le comprendre par ce dérèglement des repères entre droite et gauche. Prenons un exemple de quelqu'un qui aurait pu porter des aspirations classiquement de gauche et notamment une autre vision des migrants, qu'il le porte d'une certaine façon, Jean-Luc Mélenchon. Ben, si on suit son parcours à partir du moment où il est devenu, d'abord avec le Front de gauche, puis avec la France insoumise, une des figures principales de l'expression de la gauche dans l'espace public, il a beaucoup hésité entre se définir comme droite-gauche ou la catégorie de populisme qui devait dépasser droite et gauche. Donc, il a contribué à mettre en crise la notion de gauche. Il y est revenu, etc. Il a eu des difficultés tactiques dans le jeu politique à un moment donné, donc ces fameuses perquisitions. Et pour s'en sortir, il a été chercher ce qui était immédiatement apporté, c'est-à-dire les explications conspirationnistes. Donc, ce faisant, il a légitimé en fait un des tuyaux rhétoriques principaux de l'extrême droitisation. Il a eu des ambiguïtés parce qu'il est très marqué par un logiciel que j'appelle national républicain qui va concevoir une vision très homogène et unifiée de l'identité nationale autour d'une certaine lecture de la République. Bon. Et par rapport auquel les différences culturelles sont souvent vues comme des menaces dans la tradition de la Révolution française. Mais cette vision des choses remonte même avant la Révolution française à la vision de l'État qui est celle de Thomas Hobbes, ce Britannique, dans son Léviathan bon, au XVIIe siècle, où l'idée de la politique, c'est il y a de la diversité dans la société, mais c'est dangereux, c'est une menace. Et donc, il faut passer de la diversité à l'unité via le mécanisme de la représentation politique. C'est Thomas Hobbes qui invente une formule importante pour la définition de la politique moderne. Bon. Et ben, Mélenchon est marqué là-dessus. Et pendant tout un temps, jusqu'aux manifestations, la marche sur l'islamophobie, pendant une dizaine d'années, il va plutôt jouer un rôle de stigmatisation de pratiques musulmanes courantes comme le voile, le burkini, etc. Hein, bon. Et dans mon livre, j'analyse ces déclarations. Bon. Il va faire un changement, il va participer à une manifestation sur l'islamophobie, il va défendre une idée intéressante qu'il emprunte à un écrivain martiniquais, Édouard Glissant, la créolisation. Donc là, il va dans le bon sens. Mais 2 mois après, il rechute en faisant une sortie étrange sur les Tchétchènes en général, comme un groupe qu'il faudrait stigmatiser, bon, en France, suite à une altercation qui avait eu lieu, notamment, je crois, à Dijon. Et puis, il tient des propos ambigus sur, dans un conflit avec l'institution représentative des Juifs de France, le CRIF. Il va tenir des propos ambigus sur les Juifs, qui sont à la limite des stéréotypes antisémites, il y a 2 ans. Il va y revenir récemment en attaquant Zemmour sur le judaïsme. Et donc, Mélenchon, qui aurait pu incarner ça, ce que vous dites, c'est-à-dire une certaine vision de l'émancipation qui intègre les migrants, une certaine dignité populaire, eh ben, il a introduit aussi beaucoup de dérèglements et de troubles confusionnistes dans l'espace politique. Ce qui fait qu'il est très difficile de trouver aujourd'hui, je n'en vois pas, quelqu'un qui porte, disons, une vision de ce lien entre critique sociale et émancipation qui ne soit pas affectée par ces dérèglements confusionnistes.
il n'y a pas de… Bon, le livre n'analyse pas, il n'y a pas de travaux en France hein, suffisamment enfin, stabilisés et sérieux sur les succès conspirationnistes. C'est-à-dire que dans le livre, je m'intéresse à une partie des élites, hein, intellectuels, journalistes, essayistes, politiciens, qui vont légitimer et mettre dans l'espace public ces thèmes conspirationnistes. Donc, il est très important de noter d'abord quand on va dire, quand les gens vont dire non, mais conspirationniste, c'est pour dénigrer les classes populaires. Non, d'abord, le conspirationnisme, c'est un discours d'élite qui remplace la critique sociale classique, hein. Alors, qui n'est plus la critique sociale de l'exploitation, comme dans le marxisme, des inégalités, etc., mais qui va insister sur le fait que pour rendre compte de ce qui se passe de mal dans la société, il faut aller chercher du côté de choses cachées qui relèvent de manipulation consciente. Bon, c'est ça le conspirationnisme. Donc d'abord, c'est un discours d'élite. C'est très important à noter puisque il y a une sorte de refus de la critique du conspirationnisme au nom des classes populaires. Bon. Après, sur les effets, le livre ne traite pas. Où ça marche, le conspirationnisme? Là, il n'y a pas, à mon avis, de travaux en France suffisamment sérieux, mais j'ai quelques expériences. C'est-à-dire, j'ai eu des échanges à un moment donné, comme je m'intéressais à ce sujet, avec des groupes conspirationnistes, notamment un groupe qui s'est constitué autour du 11 septembre 2001, Reopen 11, hein, qui était pour réouvrir une enquête internationale sur ce qui s'est passé le 11 septembre aux États-Unis. Ce que j'ai remarqué dans les échanges avec des militants de ce groupe, qui ne sont pas des personnalités publiques, hein, c'est que c'était des gens plutôt fortement diplômés, qui ont été à l'université, qui ont bac plus 4, plus 6, plus 7, plutôt d'ailleurs souvent du côté de secteurs d'écoles d'ingénieurs, plutôt moins les sciences sociales, plus les sciences dites dures. Donc, ce n'est pas l'idée que ça marche sur cette idée que le conspirationnisme, ça serait des gens non cultivés, qui n'auraient pas été à l'école, qui seraient entraînés Là, il y a cet élément un peu fort. Là, les gens dont je parle, ce sont des médiations du discours conspirationniste, hein, des médiateurs. Ce ne sont pas les personnalités les plus publiques, comme Renaud Camus, comme Soral, comme Zemmour. On ne connaît pas leur nom. Ce n'est pas la population la plus ordinaire parce qu'ils militent déjà dans une association en diffusant des thèmes de ce type. Ce que j'ai remarqué en discutant avec eux, c'est que on a beau apporter des explications rationnelles aux différents événements, les doutes conspirationnistes semblent ne jamais pouvoir s'achever avec eux. C'est-à-dire que c'est toujours relancé sur un détail qui pourrait montrer que, etc. Alors que dans des réseaux familiaux, etc., dans les milieux populaires, ce que j'ai remarqué, c'est que les thèmes conspirationnistes peuvent marcher, mais quand des explications scientifiques commencent à être admises par certains, diffusées, etc., j'ai remarqué que dans les milieux les plus populaires, ça s'arrête plus facilement. Il n'y a pas ce caractère infini ou illimité de la relance du doute conspirationniste. Qu'on ne trouve plus dans des milieux intellectuels ou des milieux de couche moyenne. Oui. Il faut noter, par exemple, que la différence entre le mouvement des Gilets jaunes et le mouvement anti-pass plus récent, c'est que le mouvement anti-pass est beaucoup plus un mouvement de couche moyenne et supérieure, hein, de critique. Et là, la dimension conspirationniste était encore plus forte. Bon. Les Gilets jaunes, c'est lui-même un mouvement composite, hein, je l'explique dans le livre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se représenter l'idée d'un mouvement homogène populaire. Il y a des secteurs, beaucoup de secteurs des couches moyennes aussi. En fonction les manifestations et les ronds-points, ce n'est pas exactement la même chose. L'orientation politique des uns et des autres, ce n'est pas la même chose dans les ronds-points et dans les manifestations. Les ronds-points sont plus à droite et à l'extrême droite, les manifestations plus à gauche.
Les manifestations du samedi sont plus couche moyenne, les ronds-points sont plus populaires, mais populaire, ça dépend ce qu'on entend. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on n'a souvent pas vu, par exemple, par rapport à votre public, c'est qu'un noyau important qui lance parmi les premiers animateurs et les premières plateformes de revendication, vous trouvez le refus de la cistana. Parce qu'il y a un secteur important qui lance les gilets jaunes, c'est des secteurs plus stabilisés des couches populaires, qui sont, comme les analyses des classes populaires le montrent aujourd'hui, dans un rapport de triangulation, avec une dénonciation en haut des élites et en bas ce qu'ils appellent les cassos, les assistés, donc les plus précarisés. Donc une partie importante des gilets jaunes, contrairement à ce qui a été dit beaucoup, c'est aussi un mouvement contre les plus pauvres. De certains des secteurs populaires. Et je dis, mais c'est plus composite parce qu'il n'y a pas que les secteurs populaires dans les gilets jaunes. Il y a aussi dans des secteurs de province des petits patrons, pas si petits d'ailleurs que ça à certains moments, qui jouent un rôle, etc. Bon. Donc c'est un mouvement extrêmement composite qui exprime bien ce caractère un peu composite, confus, mouvant de la situation actuelle. Donc, il me semble qu'il n'y a pas d'éléments précis. C'est intuitif par rapport à quelques expériences que j'ai par rapport au milieu conspirationniste. Mais en tout cas, ceux qui légitiment, ce sont des gens qui sont parmi les élites aujourd'hui. Éric Ciotti vient de le faire dans le débat avec les Républicains, puisqu'il vient d'assumer le fait qu'il y aurait bien il y aurait une validité de la théorie du grand remplacement. Voilà une grande théorie conspirationniste d'extrême droite. L'idée que quelqu'un aurait décidé, alors à l'ONU, dans la Commission européenne, quelque part, des élites auraient décidé de remplacer la population blanche par une population arabe et noire, musulmane. Donc, ça, c'est une des grandes théories conspirationnistes. Ça, c'est Éric Ciotti, pendant le débat sur les Républicains, qui assume ça comme un des principaux prétendants quand même à la candidature pour les Républicains, qui était quand même la force principale de droite en France. Donc, la légitimation de ça vient des milieux des élites. Il y a dans les secteurs qui diffusent sur Internet et les réseaux sociaux beaucoup de gens qui ont quand même un certain capital scolaire. Et après, ce que j'ai pu observer, c'est que ça peut se diffuser dans les milieux populaires, bien sûr, mais que dans les milieux populaires, il y a une tendance à ce que ça s'arrête plus vite, alors que dans les milieux plus intellectualisés, c'est comme si le doute était presque infini et se relançait constamment. Il y a plusieurs éléments de réponse là-dessus. Premièrement, le système capitaliste actuel, une des formes logiques dominantes qui organise nos vies, ce n'est pas une volonté. Et c'est une erreur de penser que le capitalisme, c'est une volonté. C'est-à-dire qu'on se représente le capitalisme comme dans un James Bond, c'est-à-dire avec l'idée qu'il y a quelqu'un qui organise. Bon. Il faut plutôt se représenter le capitalisme, pour rester dans les références cinématographiques, comme ça va bientôt sortir le nouveau, la suite, mais comme Matrix, la série des films. C'est-à-dire Matrix, ce n'est pas une personne qui décide dans l'ombre et qui manipule, comme dans les James Bond, dans les films d'espionnage, mais Matrix, c'est en fait un pouvoir impersonnel. C'est une façon qui fonctionne tout seul d'une certaine façon, qui se reproduit, qui peut utiliser des personnes, mais qui les broie. C'est-à-dire, tel capitaliste que tu es au sommet à un moment donné, il peut être plus rien 2 ans après. Mais ce n'est pas grave, ça ne change rien à ce fonctionnement impersonnel. C'est la grande difficulté de se représenter le capitaliste sous cette forme, et on veut se représenter des personnes qui manipulent. Dans les personnes qui, finalement, ont intégré l'évidence du capitalisme, ils peuvent aller dans des directions différentes. Macron, il va dans une certaine direction, et en fonction des moments, il va dans des directions différentes, etc. Et puis, des fractions de la droite vont dans une direction, etc. Il n'y a pas unification, même des gens qui partagent les évidences du capitalisme sur où il faut aller.
Donc, il n'y a personne qui organise tout ça. C'est un pouvoir impersonnel. C'est comme ça qu'analyse le capitalisme Marx, hein, comme des formes de structure impersonnelle qui n'est contrôlée par personne. C'est beaucoup plus dangereux que ceux qui croient que c'est manipulé par quelques personnes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion capitaliste. C'est ça qui peut nous mener à la catastrophe sociale et à la catastrophe écologique, parce que personne ne contrôle. Parce que c'est un mouvement où chacun va défendre des intérêts, des petites choses, etc., etc. Au bout du compte, le résultat, personne ne le contrôle. Bon. Et ça peut nous amener au précipice, hein, que ce soit les puissants politiques ou les puissants économiques. Donc, ils essayent à la fois de préserver leurs intérêts et puis de décagner leurs adversaires. Bon. Donc, il n'y a pas d'unité, il n'y a jamais eu d'unité. Et un des éléments importants de l'analyse du capitalisme de Marx, quand même, c'est l'œuvre de sa vie, et c'est lui qui a inauguré cette analyse, c'est que le capitalisme et les capitalistes sont fortement marqués par la concurrence entre eux et la division. C'est ça l'élément central. Ce n'est pas cette unité fantomatique comme si c'était une personne qui agissait comme un seul homme. Donc ça, c'est pour le capitalisme. Bon. Après, la question sociale. Les dérèglements ultra-conservateurs et confusionnistes aussi, ils sont provoqués par personne. Mais ils se fabriquent dans la crise de ce qui a structuré nos imaginaires politiques pendant un siècle au moins, et qui a cheminé avant, depuis la fin du XVIIIe siècle, qui est gauche-droite. Et alors, les gens bricolent. Et ça ne veut pas dire qu'ils abandonnent la question sociale, c'est que peu à peu, dans cette dynamique d'extrême droitisation, c'est l'idée que la question sociale est redéfinie plutôt, parce qu'elle devient dépendante de la question nationale. C'est la question nationale qui va résoudre la question sociale. Ouais. C'est une logique nationale sociale. Donc, il y a bien du social, mais la question des migrants devient centrale. C'est dans le cadre national, pour les nationaux, que la question sociale doit être résolue. Mais d'abord, il faut résoudre la question nationale. Donc, et dans la question sociale, on a évacué des personnes, hein, ceux qu'on va appeler les immigrés, hein, ou les migrants. Dans les migrants ou dans les immigrés, on va mettre des gens qui sont légalement français, hein, oui. Parce qu'on va considérer que toute une partie de la population qui vit dans les cités populaires, dans la représentation, ils vont être toujours immigrés, hein, ils ne vont pas être français, même s'ils sont juridiquement français. Bon. Mais on va les enlever. Et un élément central de cette reconfiguration d'extrême droite, c'est le peuple, la notion de peuple. Mais le peuple, il est devenu un peuple national qui est devenu homogène culturellement. Ouais. Et on a enlevé du peuple les migrants et les populations issues de l'immigration en grande partie. Hein. Ouais. Ouais. Et donc, on a reconfiguré la question sociale. Ce n'est pas qu'on l'a éliminée. Hein. Mais ça, c'est dans ces bricolages qui prennent la suite de ce qui avait dominé les représentations politiques avant. Et puis les bricolages vont dans tous les sens, hein, à un moment donné. Si on prend Emmanuel Macron, par exemple, dans un premier temps, pour se faire élire, il met à distance les questions identitaires. Il défend plutôt dans sa campagne de 2017 une société pluriculturelle et il insiste plutôt sur une certaine vision de l'égalité des chances qui est on va permettre à ceux qui sont les plus défavorisés ou les plus discriminés, on va leur permettre que certains d'entre eux accèdent à l'élite. Hein, c'est ça qu'ils appellent l'égalité des chances. Bon. C'est-à-dire qu'on va rendre l'élite un peu plus pluraliste, hein, d'un point de vue social et ethnique. Bon. Bon. Et puis, il y a le mouvement des Gilets jaunes. Il ne sait pas répondre. Il y a un flottement du pouvoir pendant quelques semaines. Premier discours, il annonce le grand débat national qui va servir à résorber la crise des Gilets jaunes pour le pouvoir présidentiel. Il va mettre le doigt dans immigration, laïcité, islam, etc. Et il ne va pas discontinuer depuis. Il va y avoir la loi dite sur le séparatisme. Il va complètement enfourcher les thèmes, une partie des thèmes ultra-conservateurs dans une logique confusionniste. Mais il le fait comment? Pas parce qu'il veut enlever la question sociale, etc. Il va donner un petit bout de question sociale. Hein, il va y avoir de l'argent qui va être mis suite à la crise des Gilets jaunes. Il va donner deux réponses, une réponse identitaire et une petite réponse sociale, bon, pour répondre à cette crise. Bon.
voilà, il bricole. Mais ce faisant, il a contribué à légitimer des thèmes et finalement, sans le vouloir, il a favorisé en partie ses adversaires Oui. qui vont venir à la présidentielle. Et notamment, là, avec l'émergence de Zemmour, quelqu'un qui pourrait le mettre en difficulté plus que Marine Le Pen. Bon. Donc, voilà, les acteurs agissent en bricolant, en défendant souvent le nez dans le guidon des intérêts très immédiats. Ils ne voient pas à moyen terme ce qu'ils font, ce qu'ils sont en train de faire. Hein. François Hollande, quand il propose la déchéance de nationalité pour répondre à la situation des attentats, il ne comprend pas ce qu'il fait, mais il met une pièce dans la machine en même temps. Bon. Et ça s'emballe tout seul, et ça se stabilise. Et puis, donc, tout le monde se déplace plutôt dans ce sens-là, dans l'espace public. Et puis, pendant un temps, dans les sondages, on dit, mais la question des inégalités, des discriminations, etc., est importante pour les Français. Mais si on voit les derniers sondages, on voit que c'est insécurité, immigration qui reprend le dessus. Mais ça fait, si on prend à partir de la candidature, après le mouvement Manif Anti-Pass, donc depuis début septembre, autour du buzz de la candidature Zemmour, on ne parle que de ça. Donc les sondages, ils enregistrent ça aussi. Ce n'est pas forcément que la population va considérer que c'est prioritaire par rapport à d'autres. Je dis c'est plus composite et mouvant. Hein. Mais finalement, les sondages enregistrent le fait qu'on parle surtout de ça dans l'espace public. C'est ce qu'on appelle en sociologie une prophétie autoréalisatrice. Hein. Et ça grossit, ça devient une évidence, etc. Les hommes politiques, ils sont dans un jeu tactique les uns par rapport aux autres. Donc, c'est surtout ça qui détermine leur action. Mais évidemment, ils veulent s'adresser à des électeurs. Donc, quels sont leurs contacts? Ils n'ont pas beaucoup de permanences électorales, etc. Au niveau du sommet des hommes politiques, ils ont peu ces contacts. Bon. Les sondages sont leur principal contact avec la population. Et donc, les sondages qui enregistrent ce buzz, ça va être leur premier contact avec l'idée, ben oui, mais on a raison d'aller sur ce terrain puisque c'est ça qu'attendent les Français. Bon. Et alors, voilà, ça crée ces mouvements qui fait que, évidemment, la question sociale, telle qu'elle était traitée classiquement par la critique sociale de gauche, est mise de côté et transformée. Mais ce n'est pas une volonté, parce que dans les processus sociaux, la bonne question n'est pas la question que posent souvent les conspirationnistes. À qui profite le crime? Parce que c'est ça la question conspirationniste. Il se passe quelque chose et on se dit à qui profite le crime. Et donc, celui à qui ça profiterait, ça serait le responsable qui aurait intentionnellement fait les choses. Ça, c'est une mauvaise façon. À qui profite le crime, ça dépend des moments. Hein. Par exemple, ce qui se passe aujourd'hui autour de Zemmour, certains disent ben, Zemmour, c'est quelque chose d'artificiel. Ça va se dégonfler. Tout ça, c'est fait pour favoriser l'élection d'Emmanuel Macron en avril 2022. À qui profite le crime? Hein. On trouve un article de ce type sur les blogs de Mediapart, par exemple, récemment. Bon. Mais si Macron gagne, on dira bah oui, parce qu'on se posera la question de l'effet, qui est-ce qui a été l'effet. Mais si c'est Zemmour qui gagne, évidemment parce qu'il y a une incertitude dans les processus sociaux. Personne ne contrôle contrairement ce qui va se passer. Personne ne sait si c'est Macron ou Zemmour qui va gagner. Hein. Il y a toujours de l'aléatoire ou du contingent dans les processus historiques, qui fait que, par exemple, il pourrait surgir un mouvement social en décembre qui change assez fortement la donne de ce qui va se passer pour la présidentielle. Hein. Donc, de l'aléa. Donc, la question fonctionnaliste, à qui profite le crime, n'est pas une bonne question. Elle nous oriente dans une mauvaise direction parce qu'elle ne met pas en évidence comment les processus sociaux sont la rencontre de plusieurs intentions qui vont dans des directions différentes et le résultat n'est contrôlé par personne. Il y a plusieurs... à partir de l'analyse, parce que mon livre porte sur le négatif, et à partir de l'analyse des tendances négatives de la période, on peut commencer à dégager des pistes. Hein. Bon.
premièrement, mais ces pistes, elles supposent un certain renouvellement. C'est-à-dire, mon propos, j'ai dit le clivage gauche-droite, le lien critique social, émancipation, c'est quelque chose qu'il faut préserver, mais sans doute à l'aune de ce qui vient de se passer, parce qu'il se fait passer des choses, des transformations de la société, il faut pas les appréhender comme on les pensait au 19e ou 20e siècle exactement. Donc, ça suppose de reformuler à la fois la critique sociale et l'émancipation. Ce n'est pas l'idée de revenir, parce que c'était mieux avant. Bon. Donc, si on renouvelle tout en gardant ses repères issus de la tradition, des traditions émancipatrices, j'ai remarqué qu'il y avait déjà un vice dans le fruit, dans le vocabulaire militant et politique à gauche, qui est la domination d'un vocabulaire que j'appelle viriliste et d'origine militaire. C'est-à-dire qu'on pense la politique à travers le combat dans des rapports de force, et donc comme une guerre. Et donc on a tout un vocabulaire militaire où l'idée que il s'agit de gagner contre un adversaire. Alors, on comprend que pour des conservateurs, gagner contre un adversaire, c'est un élément. Parce que conservateur, il s'agit de conserver un certain état de l'ordre social. Et donc, il s'agit de battre certains et gagner, par exemple, au niveau électoral, ou sur un projet de loi, etc. Bon. Mais si on pense émancipation, revenons à l'idée d'émancipation, l'émancipation, classiquement, on pourrait dire de la fin du XVIIIe, d'Emmanuel Kant en Allemagne jusqu'à un des derniers penseurs de l'émancipation au XXe siècle, qui est Cornelius Castoriadis, l'émancipation est surtout pensée à travers l'idée d'autonomie, une autonomie individuelle et collective qui permet aux personnes de s'arracher aux contraintes d'une exploitation, d'une aliénation, d'une domination, d'une inégalité. Bon. On construit une autonomie en s'arrachant, en se détachant des contraintes. Si c'est ça l'émancipation, alors c'est un premier élément pour définir l'émancipation. Si c'est en tout cas en partie ça, ça suppose que gagner une élection ou gagner dans un mouvement insurrectionnel de type révolutionnaire, ce n'est pas ça l'émancipation. C'est-à-dire qu'il y a déjà un vice dans la pensée de gauche, c'est-à-dire qu'elle a été, tout en pensant l'émancipation comme autonomie individuelle et collective s'arrachant aux dominations, les cercles les plus politiques ou les plus militants de la gauche ont tous été marqués par cette vision militariste et viriliste, parce que c'est très lié à la domination aussi masculine sur la définition de la politique, parce qu'en gros, ça veut dire adversaire, combat, guerre, etc. C'est l'idée que la politique, c'est avoir des couilles, en fait. Donc, c'est une définition viriliste, donc très marquée par la domination masculine sur nos sociétés. C'est déjà en décalage avec la perspective d'émancipation. Alors, il faut revenir par rapport à ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des adversaires, qu'il n'y a pas des combats, mais ce n'est pas l'élément peut-être principal pour la construction d'une autonomie individuelle contre les inégalités, les dominations, les injustices. Bon. C'est pour ça que, dans le cours du livre, j'ai été chercher un auteur ou une partie d'un auteur, le philosophe Maurice Merleau-Ponty, qui, dans des textes de 1951, a avancé, c'est quelques textes simplement, ce n'est pas le cœur de l'œuvre de Merleau-Ponty, a avancé la notion d'adversité. Alors, dans l'adversité, ça ressemble à l'adversaire, mais ce n'est pas tout à fait adversaire parce que c'est plus une dimension impersonnelle. Merleau-Ponty, par exemple, écrit « Quand nos initiatives s'enlisent dans la patte du corps, dans celle du langage ou dans celle de ce monde démesuré qui nous est donné à finir. » Et il dit « Ce n'est pas qu'un malin génie nous oppose ses volontés. Ce n'est pas un complot. Ce n'est pas qu'un malin génie nous oppose ses volontés. Il s'agit d'une sorte d'inertie, de résistance passive, de défaillance du sens. » Donc, c'est quelque chose qui s'oppose à l'émancipation, à cet arrachement aux contraintes,
mais nous dit Merleau-Ponty qu'il s'y oppose sans être un adversaire que l'on puisse précisément nommer. Hein. Il dit encore, l'adversité, c'est le poids mort qu'on sent en arrière de soi quand on réfléchit. Cette espèce de mouvement sournois par lequel les choses se dérobent à nos prises. Bon. Ouais. Donc, Merleau-Ponty prend beaucoup les exemples de la création, hein, et c'est un élément, disons, important, le peintre, l'artiste, qui veut créer, qui d'une certaine façon est empêché de créer. Il est empêché de créer par quoi? Par à la fois des choses qui sont en lui-même, ce que Pierre Bourdieu appellerait l'habitus, c'est-à-dire des choses qui se sont stabilisées dans son corps même ou dans son esprit et qui vont créer des freins en lui-même, parce que c'est la façon dont certaines tendances de la société sont intériorisées dans la personne malgré elle, sans qu'il en ait complètement conscience, et qui vont freiner ses efforts, hein, qui vont le rattraper en arrière, qui vont donner une inertie. Bon. On peut considérer que Ça ça va peut être être Comment? on peut considérer que de ce point de vue, c'est le sentiment d'être légitime ou pas à faire les choses, par exemple. Ça peut être le sentiment d'être légitime, de dire, mais non, mais je suis trop nul. Voilà. Voilà, simplement cette idée, je suis trop nul, cette chose qui s'est intériorisée, bon, comme ça, et qui va faire que je vais me retirer finalement. Je ne vais même pas le faire, je ne vais même pas essayer. Hein, bon. Mais ça peut être dans les institutions autour qui sont trop compliquées. Par exemple, pour des publics les plus précarisés, la façon dont il faut passer dans les circuits bureaucratiques les plus divers, hein, avec des codes bureaucratiques, etc., qui fait que ça donne le tournis et que ça rend difficile de faire des démarches. Bon. Et puis, ça peut être les aléas de la contingence, nous dit Merleau-Ponty, des choses qui arrivent que personne n'avait prévues et qui viennent bloquer. Bon. Donc, cette adversité, elle a différents visages. Dans cette adversité, il y a sans doute des adversaires qui empêchent, qui veulent défendre des intérêts, etc. Ça existe. Mais c'est un élément secondaire dans ce qui empêche, disons, l'émancipation. Donc, il faut mieux prendre conscience comment l'émancipation, c'est s'arracher à des contraintes qu'on a en soi et qu'on ne pense pas vraiment comme étant quelque chose qui empêche. On préfère dire que c'est à l'extérieur, c'est le nom de personne et ce n'est pas quelque chose qui nous retient en arrière, au contraire, sans qu'on en ait complètement conscience, sans qu'on puisse le contrôler. Et puis, c'est toutes ces institutions qui viennent nous bloquer, qui font l'idée que c'est trop compliqué les choses, hein, pour les faire. Et alors, ça paralyse d'une certaine façon l'action créatrice ou l'action transformatrice, l'action émancipatrice. Bon. Donc, c'est quelque chose de plus important. C'est-à-dire que si on veut renouveler une pensée de l'émancipation, il faut déplacer de adversaire à adversité et faire d'adversaire une dimension simplement, moins importante d'ailleurs que de l'adversité. Et là, on aura une grande différence entre les pensées conservatrices et les pensées émancipatrices. Parce que les pensées conservatrices, il leur suffit de penser des adversaires politiques contre lesquels on peut gagner à un moment donné, par exemple dans des élections. Mais nous, disons, la galaxie de l'émancipation sociale, ça ne suffit pas. Et il ne faut pas se dire que ça vient après. Hein. Par exemple, il y a une des figures principales de la gauche radicale aujourd'hui intellectuelle, Frédéric Lordon, dans un article dans le texte de blog de son blog du Monde diplomatique, hein, qui est un des blogs les plus visités parmi les sympathisants, disons, critiques de la gauche. Il insiste sur l'idée que ça viendra après, en fait. Hein, bon. Je serais tenté de dire que la fédération des communes, elle vient surtout après. Elle est ce qui suit le renversement. Gagnons la bataille, hein, montrons qu'on a des couilles, qu'on peut battre l'adversaire, et après on se posera la question de l'émancipation. Maintenant, l'émancipation, ça ne peut pas être ça. C'est dès le départ. Et évidemment, il peut y avoir des combats avec des adversaires, des combats électoraux, il peut y avoir des insurrections, hein, comme on a connu dans l'histoire. Ça, c'est tout à fait envisageable et légitime. Mais l'émancipation, elle ne peut pas se dire ça viendra après. Parce que ça ne vient jamais autrement.
Toutes les expériences historiques montrent que dans ces cas-là, soit parce que des gens ont gagné les élections, soit parce que des révolutionnaires ont pris le pouvoir par la violence, et ben, finalement s'installe de nouveaux régimes d'oppression, C'est ça. soit soft, soit plus totalitaire, hein, comme le cas du stalinisme, soit simplement dans un cadre parlementaire, une domination plus soft. Bon. Mais évidemment, on n'est pas du côté de l'émancipation. Donc, voilà, l'émancipation, reconnecter critique sociale et émancipation, ça suppose de repenser aussi les termes et donc de se déplacer par rapport à des tendances qui se sont stabilisées au cours aussi du XXe siècle. Hein. Cette vision, disons, centrée sur l'adversaire, viriliste, militariste, hein, de l'action politique. Et l'idée, c'était qu'il fallait se libérer de ces contraintes pour devenir plus autonome. Mais on a une vue plus complexe maintenant, avec la question écologique, mais pas seulement. Si on prend les travaux sur la question sociale qui a mené à la fin de sa vie Robert Castel, il a mis en évidence, Robert Castel, dans ses derniers textes, que l'autonomie individuelle dans les sociétés modernes, c'est un bien précieux, cette autonomisation des individus, mais elle n'est pas venue simplement parce que les gens se sont détachés des contraintes. Elle est venue aussi parce que les gens se sont attachés. C'est-à-dire, ce que montre Castel, c'est qu'au départ, l'autonomie au XIXe siècle, il est du côté des propriétaires, de ceux qui ont des biens, et qui, à partir de ces biens, peuvent se construire une vie autonome en se projetant dans l'avenir, mais que pour la majorité, très grande majorité de la population, il a fallu inventer l'État social, c'est-à-dire les systèmes de retraite, hein, les systèmes de sécurité sociale, etc., ce que Castel appelle des supports sociaux. C'est-à-dire que pour que la masse des individus devienne plus autonome, pour qu'ils puissent se projeter, disons, dans une vie autonome dans l'avenir, il fallait qu'ils puissent s'attacher à des supports sociaux qui les rendent plus autonomes. Donc, il ne s'agit pas simplement de se détacher des contraintes, mais aussi il faut des supports ou des aides qui nous laissent, qui nous permettent d'être plus autonomes. Hein. Ça, c'est ce qu'a bien montré Castel. Donc, ça nous oblige à reproblématiser l'émancipation. Pas simplement comme des détachements, il faut bien se détacher de contraintes pour devenir plus autonome, mais il faut s'attacher aussi, se lester, hein, Oui. pour construire cette autonomie. Bon. Et la question écologique, elle nous montre ça aussi. C'est les travaux, notamment, qui sont menés par Bruno Latour, mais qui montrent que il ne s'agit pas principalement par rapport à l'écologie de se détacher, mais de se réattacher à des univers naturels, notamment familiers, autour de soi. Hein. Il faut reconstruire des attachements aussi. Donc, ce deuxième pan pour repenser l'émancipation, il nous oblige non pas à penser comme la vision classique issue des Lumières et qu'on a retrouvée dans le socialisme souvent, l'émancipation comme détachement des préjugés, des contraintes, mais comme une dialectique des détachements et des attachements. Hein. Parce que pour être plus autonome, il faut aussi s'attacher à des appuis sociaux, à des sociabilités, mais aussi à des mondes naturels. Bon. Et d'où le fait que ça joue dans la question écologiste. Hein. Bon. Donc, on a un deuxième pan là, hein, adversité, dialectique des attachements et des détachements, Oui. qui nous permettent de, c'est pas simplement revenir à l'état antérieur de la pensée de l'émancipation, mais c'est aussi déjà commencer à reproblématiser l'émancipation par rapport aux problèmes contemporains et ce qu'on a vécu au cours du XXe siècle, tenir compte de l'expérience. Oui. Donc voilà, là, on a, il me semble, des pistes pour recomposer Oui. les choses. Il y a une troisième type de piste, c'est que je me suis aperçu dans l'analyse, disons, de la dynamique d'extrême droitisation, c'est qu'il y a une dimension que j'appelle identitariste qui joue un grand rôle. C'est-à-dire on va figer les personnes autour d'une identité principale. Ça va être positivement l'identité nationale, ça peut être négativement l'identité de migrant ou l'identité musulmane, bon, etc. Donc, on fige les identités. Chaque personne est figée autour d'une identité. Et donc, ça nous oblige, ce poids de l'identitarisme aujourd'hui nous oblige à redéfinir l'émancipation avec l'idée l'émancipation, ça ne peut pas être simplement l'autonomie
individuelle et collective, c'est aussi l'ouverture identitaire et l'hybridation identitaire. C'est-à-dire que si on regarde un peu, chacun de nous est traversé de différents fils. Hein, en moi, j'ai un fil national, j'ai un fil d'origine populaire qui me vient de mes grands-parents maternels et paternels, j'ai un fil qui est mon expérience d'être dans les couches moyennes salariées, j'ai un fil générationnel, j'ai un fil particulier parce que je suis né en Algérie d'une famille pied noir en 1960, à la fin de cette période, hein, avant, disons, l'intensification du conflit en Algérie. J'ai différents fils, hein, liés aussi à mes sociabilités, à mes amis, à mes proches, aux formes familiales. Donc, chacun est composé de différents fils. Hein. Et il faut justement redéfinir l'émancipation avec l'idée de valoriser le fait que la singularité de chacun est composée de différents fils collectifs. Oui. Et de mettre en cause la façon dont on fige les personnes sur un fil, positivement ou négativement. Hein. Et donc, on doit faire, et là, l'émancipation doit se redéfinir autour de l'ouverture identitaire. Et alors, ça veut dire que il y a deux grands auteurs qui me servent aujourd'hui, hein, pour ça, parce que c'est le travail que j'ai en cours, qui sera la suite, hein, de la grande confusion plus positive. C'est un des grands philosophes du XXe siècle qui s'appelle Emmanuel Lévinas, mais qui a une vision de l'être comme la possibilité aussi, ce qui fait notre humanité, c'est de la possibilité de sortir de l'être. Ce n'est pas simplement s'enfermer en soi-même, mais c'est la possibilité d'aller à l'extérieur de quelque chose d'autre qui n'est pas moi et qui va contribuer à me transformer. Hein. C'est l'ouverture à ce qui est autre. Bon. Et puis, il y a un penseur martiniquais dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a utilisé Mélenchon à bon escient, qui est Édouard Glissant, qui a une vision de la créolisation, l'hybridation identitaire, qui insiste sur l'hybridation. Donc l'ouverture identitaire et l'hybridation sont des éléments très importants pour redéfinir l'émancipation face au poids identitariste. Par le fait que, malgré leur expérience quotidienne, ce qui est proposé dans les espaces publics, c'est que les gens se reconnaissent positivement dans des identités fermées, en s'opposant à d'autres identités négatives, elles qui sont fermées. Hein. Ça va être, par exemple, l'identité nationale française contre la menace de l'islam, bon, aujourd'hui. Donc ça, c'est un élément très important aussi de la redéfinition de l'émancipation. Ça a des effets pour un travail comme le vôtre. Le travail social autour des plus précaires a beaucoup été marqué ces dernières années autour de l'idée de l'empowerment. Hein. L'empowerment, c'est une catégorie qui a beaucoup circulé à la fois dans les mouvements sociaux, mais aussi dans les institutions internationales, hein, comme la Banque mondiale, etc., qui est l'idée qu'il faut redonner de la puissance d'agir aux individus. Bon. Mais il faut faire attention, parce qu'il y a une version de l'empowerment qui est l'idée que je vais me reconstituer une puissance d'agir autour de moi-même. Et c'est le risque de l'enfermement dans soi-même. C'est-à-dire que cette ouverture identitaire et cette hybridation identitaire nous obligent à considérer que l'augmentation des capacités à agir sur son environnement des personnes, il doit être vu de manière relationnelle dans l'ouverture relationnelle et pas dans l'enfermement dans ses propres capacités. Et donc, il y a une version de l'empowerment qui enferme les personnes dans leur identité d'une certaine façon, hein, dans la puissance d'agir des personnes. C'est très marqué à certains usages qui sont faits de l'empowerment qui empruntent beaucoup à un des grands philosophes du XVIIe qui est Spinoza. Mais Spinoza, Lévinas, d'une certaine façon, c'est un anti-Spinoza, sur un certain plan en tout cas. C'est parce que Spinoza définit tout être, alors ça peut être un être individuel, ça peut être des êtres collectifs, ça peut être des êtres naturels. Tout être, sa logique principale, sa tendance principale, c'est ce qu'il appelle le conatus, c'est la reconduction de l'être en lui-même. Hein. Bon. Et ça, c'est une certaine version de l'empowerment qui enferme les personnes dans elles-mêmes. Bon. Et ça va à l'encontre de l'ouverture identitaire et de l'hybridation identitaire.
qui doit participer de… C'est-à-dire que si on repense le lien entre ouverture identitaire, hybridation identitaire et l'autonomie individuelle et collective, les deux doivent être associés dans l'émancipation. C'est-à-dire que mon autonomie se construit relationnellement dans l'ouverture à ce qui est autre aussi. Et pas simplement dans l'enfermement, dans ma propre définition. Donc, il faut sortir de cette idée qui est très forte, qui est il s'agit d'être soi-même. Non. Être soi-même, ça voudrait dire qu'on existe déjà, qu'on est figé dans une entité et qu'il s'agit de reconduire ça, de préserver ça. Bon. Il s'agit, à partir de son histoire, de se construire soi-même dans quelque chose qui reste ouvert et un processus. Et c'est aussi un déplacement par rapport à la façon dont on peut penser l'émancipation.